J'ai appelé Madame Saouli. Est-ce qu'on peut commencer? Bien sûr, je suis prête. Non, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport au nombre de participants aussi. Ils Qu'est-ce sont qu'on à fait? combien? Ils sont à Ils sont à 87. 87, oui. Je pense qu'avec les congés et les vacances, on peut commencer. Ouais. Et donc, je vais commencer à faire l'ouverture. Ensuite, Oui. je vous redonne la parole à vous. Je tiens à préciser que les formations de fin d'année sont un Recording peu in difficiles. progress. Bonjour à tous, au nom de la direction de la formation du ministère de la Santé. C'est un honneur pour nous de continuer à assurer ces formations, sauf que le nombre est un peu restreint, même si le nombre est un peu restreint. Je tiens aussi à préciser que c'est normal, mais tout le monde peut se connecter même chez lui. Donc, nous avons cette possibilité d'avoir tous des mobiles qui nous permettent de nous connecter. Donc, on aurait aimé avoir un nombre plus élevé, sachant que le thème est très important. C'est un thème usuel, c'est un thème de routine, c'est un thème que chaque médecin reçoit, que ce soit au niveau de la consultation, au niveau des urgences. On avait précisé au niveau des urgences les plaies de la main, mais en réalité, c'est au niveau des urgences et au niveau des consultations aussi. Avec le professeur chef de service du CHU de Tizi, service d'orthopédie et traumatologie, vous allez découvrir toutes les techniques et les premiers gestes, surtout les premiers gestes, on y insiste, les premiers réflexes. Ne rentrez pas dans les détails de la chirurgie en posant des questions sur tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est là. Restez à la base. Restez à la base, c'est-à-dire vous prenez en considération le patient quand il arrive, le patient quand vous le prenez en charge rapidement, ce que vous devez faire, premier réflexe, ne pas passer à côté de certaines plaies, comment prendre en charge d'autres plaies. Chaque plaie a sa particularité et aussi soyez interactifs de par les questions. Vous m'excuserez, moi je ne serai pas avec vous parce que je suis à l'extérieur du ministère. Par contre, le professeur Hamraoui, elle est avec vous et on a l'habitude de travailler ensemble. Elle vous a déjà fait une formation au cours de la fin d'année 2024. Elle essaiera de répondre à toutes vos questions. Seulement inscrivez-les et soyez participatifs par écrit. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vous laisse reprendre. OK. Professeur. Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Je vais couper mon micro et rester en contact avec vous. Mademoiselle Saouli, qui est au ministère, vous suit aussi, ma collègue. Ouais. Elle vous suit. D'accord? OK, Madame Hogan, merci beaucoup. On compte sur vous. Oui, merci à vous, merci à vous. Alors, on va commencer. La chirurgie. Oui, oui, je sais, je sais. Merci, Madame Gougan. Alors, on peut commencer? Est-ce qu'ils reçoivent le cours? Est-ce qu'il est partagé? On peut voir s'il est partagé ou pas. Allô, bonjour. Pour voir leurs écrits. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Est-ce qu'il est partagé ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Normalement, on peut... Oui, 10 sur 10. Est-ce qu'on peut commencer?
D'accord. Ouais. Donc, je suis le professeur Hamrani, traumatologue au CHU de Tizi. Donc, je remercie les responsables de la formation continue au niveau du ministère de la Santé pour avoir pensé à un thème qui est, comme elle a dit, Madame Gougen, qui est fréquent en traumatologie dans les urgences et à la consultation. À la consultation, on reçoit des plaies négligées. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut faire un diagnostic précoce. Pour avancer, s'il te plaît. Pour un diagnostic précoce de ces lésions. Donc, quand une lésion est méconnue, bien. Donc, on va commencer par une petite introduction avant de rentrer dans les cas cliniques où il y a 3 cas cliniques qui vont montrer comment faire le diagnostic et comment traiter. Donc, vous voyez ce schéma-là qui illustre tous les éléments que constitue la main. Donc, la main, on n'a pas que les os. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente aux urgences d'orthopédie. Donc, on la voit aussi bien chez l'homme, la femme, et l'enfant aussi. Donc, les étiologies, c'est-à-dire qui est-ce qui cause ces lésions? On a surtout actuellement les automutilations. On fait plusieurs lésions là où il y a le trajet des vaisseaux et des nerfs, ici, surtout au niveau du poignet, au niveau des doigts. On a les agressions par arme blanche et on a les accidents de travail ou bien les accidents domestiques. Donc, vous voyez que la main, elle est vulnérable lors de ces traumatismes. Pourquoi? Parce qu'on a des organes nobles. On a les nerfs, ce que vous voyez en jaune, les nerfs. En bleu, on a les tendons, que ce soit fléchisseurs ou extenseurs. On a des masses musculaires et on a les pédicules radiales et cubitales. Donc, quand on a une plaie de la main, il faut avoir cette stratégie. On peut avoir des lésions vasculaires, tendineuses, ligamentaires, capsulaires et musculaires. Donc, d'où l'intérêt d'explorer tout ça quand on a une main traumatique. D'accord? Donc, la prise en charge, elle est complexe. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des lésions graves qui justifient d'une amputation. Donc, il vient pour une plaie, mais comme il y a toutes ces lésions-là, eh ben, le patient risque d'être amputé. C'est pour ça que la prise en charge doit être précoce. Donc, vous voyez ces schémas où on montre toute l'anatomie de cette main-là. Vous voyez ici des tendons extenseurs parce qu'ils sont sur la face dorsale. Et au niveau palmaire, c'est les tendons fléchisseurs. Et vous voyez ici la vascularisation de la main et du poignet. Donc, on a un cercle artériel. Ici, on a l'artère radiale parce que c'est en externe. Et interne l'artère cubitale avec un réseau riche au niveau des mains. Donc, quand on a une plaie, automatiquement, on peut avoir des lésions vasculaires. Donc, la conduite à tenir devant une plaie de la main, c'est rechercher une mobilité. S'il y a une mobilité correcte au niveau du poignet, des doigts, c'est-à-dire là qu'il n'y a pas de lésions fléchisseurs, extenseurs et aussi pas de lésions osseuses. Et aussi, on va rechercher la sensibilité parce qu'on a dit que la main, elle est parsemée d'arborisation nerveuse qui peuvent être lésées. Donc, toujours demander au patient de la sensation, est-ce qu'il a une bonne sensibilité ou pas? Bien sûr, on termine l'examen par rechercher le pouls, s'il y a un pouls ou pas, est-ce qu'il y a une artère qui saigne ou pas, elle gicle ou pas. Donc là, il y a un vaisseau qui saigne, il faut faire l'hémostase. Et aussi rechercher s'il y a des lésions osseuses. Donc, une plaie de la main, ça peut entraîner des fractures osseuses, une lésion nerveuse, artérielle et tendineuse. Et ce schéma-là, comment faire le test d'un tendon avec une plaie? Donc, on demande au patient de fléchir la 3e phalange sur la 2e pour tester le fléchisseur profond. Parce qu'au niveau de la main, on a des fléchisseurs profonds et superficiels. Et ce schéma-là montre l'atteinte de lésion du fléchisseur superficiel. Donc, au niveau dorsal et palmaire, on a des zones. Là où il y a la plaie, on dit, la plaie, elle est au niveau de la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Pourquoi? Parce que dans chaque zone, on sait qu'est-ce qui peut être lésé, qu'est-ce qui peut être sectionné.
Donc, la zone 1, on a les tendons, les muscles, les nerfs. 2, la 3, c'est sûr qu'il y a des nerfs. Pourquoi? Parce que le nerf médian chemine à ce niveau-là. Si on y est au niveau de la zone 5, c'est qu'il y a le nerf cubital qui est lésé. Donc, à partir de ces zones, on saura quelle est la lésion qui est incriminée. Donc là, il y a une répartition des plaies selon Gauss. Donc, quand on a des plaies nettes, c'est des plaies qui sont simples. Pourquoi on dit simple? Parce qu'il n'y a pas de perte de substance. On peut les suturer. D'accord? Quand c'est des plaies complexes, c'est-à-dire il y a une perte de substance et il y a des lésions vasculo-nerveuses. Quand on a des plaies contuses, c'est-à-dire une plaie par contusion, c'est des écrasements. Donc, il y aura des décollements cutanés. Quand il y a des décollements, c'est-à-dire qu'on ne peut pas suturer ces malades-là. Et on peut arriver au stade ultime où le malade vient au stade d'amputation. C'est-à-dire soit amputation déjà faite, c'est-à-dire il vient sans doigt, ou bien incomplète. Dans ce cas, on a des cas cliniques, on va les illustrer. Sur le plan anatomique, vous voyez qu'il y a des lésions, la main, c'est la face dorsale, la face palmaire, il y a des articulations. Donc, on peut avoir des plaies. On regarde l'articulation. Là, on a peur. Pourquoi? Le risque infectieux. C'est comme les articulations du genou, la hanche ou le coude. Quand il y a une plaie, on regarde une articulation. Le premier risque, c'est l'infection. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut les traiter par excès. Les objectifs de cette présentation, s'assurer de la vitalité du membre. Est-ce que c'est un membre qui est bien coloré ou pas? S'il est bien coloré, donc il n'y a pas d'atteinte vasculaire. S'il commence à devenir bleuâtre ou blanchâtre, c'est qu'il y a une lésion nerveuse. S'il y a un saignement, j'essaie d'arrêter ce saignement, soit par un pansement compressif ou par un garrot. On va voir tout à l'heure. Nettoyer la plaie avec du sérum salé et mettre un pansement stérile. S'il y a des bijoux, donc il y a des bijoux sur les bras, il faut les enlever. Pourquoi? Parce que plus ils tardent dans la prise en charge, plus il y a un gonflement, il y a un œdème, ou ça fait une striction autour des doigts. Donc, on risque d'amputer parce qu'on ne peut pas enlever cette bague-là. Donc, il faut ôter tous les bijoux, c'est-à-dire s'il a des bracelets, s'il a comment des anneaux au niveau des doigts, il faut les enlever, il faut les couper, parce qu'il y a un œdème qui risque de s'aggraver après. Donc, aider à la cicatrisation, c'est-à-dire suturer les plaies. D'accord? Et il faut éviter de méconnaître des lésions profondes. Donc, on a une plaie superficielle, ça ne veut pas dire qu'elle est superficielle. C'est vrai qu'il y a une plaie, mais il faut rechercher en profondeur qu'est-ce qu'il peut y avoir. On peut avoir une plaie superficielle, on va voir tout à l'heure un cas clinique, ou on peut avoir un nerf, un tendon et un vaisseau. Donc, il faut apprécier la profondeur et en dernier, éviter le risque infectieux dans les plaies articulaires. Donc, les premiers gestes. Arrêter le saignement. Donc, on a dit par mettre une compresse avec une compresse propre. Maintenir la pression, c'est-à-dire 1 minute jusqu'à ce que vous sachiez est-ce que c'est un saignement qui va s'arrêter ou pas. Si ça, il ne s'arrête pas, eh bien, vous mettez un garrot. S'il s'arrête, mettre le membre surélevé pour diminuer le retour veineux. Ne pas réaliser le garrot avant l'exploration, donc on n'a pas exploré, on ne peut pas mettre un garrot. Après, une fois qu'on a exploré, on met un garrot pour éviter que le saignement ne perdure. Désinfecter avec un produit qui est le sérum salé. Il ne faut pas mettre des produits qui vont démasquer des lésions graves. Vous mettez la bétadine, ça va noircir le muscle ou bien les tendons. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Donc, appliquer du sérum salé ou bien de l'eau, si on n'a pas, on est dans une structure. Donc, il faut retirer les bijoux, donc les bagues, parce que ça peut constituer une zone de striction. Donc, il y a un gonflement et après, on ne pourra pas l'ôter. Comment rechercher les signes de gravité? Donc, une plaie qui dit grave, c'est un saignement abondant qui ne cesse pas malgré les compresses, ça ne saigne pas. La profondeur, elle expose tous les éléments, c'est-à-dire si on a une plaie où tout est exposé, on voit les tendons, on voit les nerfs, on voit l'os qui est fracturé. Donc, c'est des signes de gravité. Si un patient qui vous décrive un engourdissement ou bien une perte de la mobilité ou bien des fourmillements sur les bords cubital ou radial ou médian, vous lui demandez est-ce qu'il y a une bonne sensation ou bien il y a des décharges électriques. Donc, s'il vous mentionne ça, c'est-à-dire qu'il y a des lésions nerveuses à explorer
Et les signes d'infection, c'est-à-dire si on a une rougeur latérale, si on a une chaleur, c'est-à-dire c'est un patient, ou bien un écoulement purulent, c'est-à-dire déjà elle est infectée, donc il vient à 8 heures du matin, vous le faites à 10 heures, le pansement automatiquement, vous avez trouvé un sang qui n'est pas rouge, qui est un petit peu brunâtre. Donc, il y a l'infection qui commence à apparaître et ne pas oublier le statut vaccinal. Demandez le patient avec quoi il a fait cette plaie. Le verre, le bois, un objet tranchant, ce n'est pas la même chose. Il faut statuer le statut vaccinal et apprécier la cyanose. Donc, une plaie avec un doigt ou une main qui est bien colorée, ce n'est pas comme une plaie avec une cyanose. Qui dit cyanose, dit lésion vasculaire. Donc, on commence le premier cas clinique, on va le faire, je ne sais pas si on peut faire en interactive, parce qu'eux, ils doivent participer. D'accord. Donc là, non, c'est eux, ils posent des questions. Ils doivent faire interacter, oui. C'est-à-dire, je vois leurs réponses, je dois voir leurs réponses. On va le faire ensemble, hein. Alors, voilà, très bien. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, vous avez un patient de 24 ans, maçon de profession, qui a fait une chute d'une hauteur de 2 mètres, de 2 étages, avec réception sur la main, qui est ramené aux urgences pour un saignement de la main sur une plaie du pli du poignet. Donc, vous voyez ici une plaie où on a tout est extériorisé. On a des tendons qui sont voyants. Il y a une perte de l'extension de doigts. Donc, c'est un patient qui présente une perte de l'extension. Il ne peut pas étendre ses doigts. La tension, elle est normale, il est conscient. Pour vous, qu'est-ce que vous choisissez comme possibilité? Quels sont les premiers gestes à faire? Est-ce qu'on ne fait rien, abstention et attendre le réanimateur? Soin de la plaie, suture avec pansement, prendre les constantes vitales et examen clinique, pansement et attendre le chirurgien orthopédiste, ou bien mettre le patient sous antibiotiques à large spectre et vaccin antitétanique. Donc, il y a Harbouch qui a mis la proposition C, oui, il faut prendre, c'est un accident chez une chute de 2 mètres. Donc, prendre les constantes vitales et examen clinique, oui. La D, pansement et attendre, je ne vais pas attendre, je vais prendre les constantes vitales, voilà, et examen clinique, et après, je fais le pansement et j'attends l'orthopédiste. Donc, c'est bien, le C et le D. Pourquoi? Si je suis spécialiste de la chirurgie orthopédique, donc c'est moi qui va faire le travail. Parce que là, il y a tous les tendons dehors. D'accord? Il y a des nerfs, donc il faut explorer. L'exploration, ça va être par le chirurgien orthopédiste. Donc, c'est bien. C'est la C et la D. On poursuit. Ça passe pas. Non, pourquoi? Non, parce que on ne peut pas mettre les antibiotiques à large spectre et le vaccin antitétanique d'emblée. Après avoir exploré, on verra qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'elle est propre? Je veux dire, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de rouille pour mettre les antibiotiques. Alors, le patient fait examiner, c'est bon, la plaie ne saigne plus, le bilan radiologique a demandé. Quel est le bilan radiologique? Est-ce qu'on fait une radio du poignet? Est-ce qu'on fait une radio du poignet, du bassin et du rachis? Est-ce qu'il faut faire une écho abdominale, radio du bassin et le poignet, ou bien radio du crâne? Donc, quelle est la proposition C et D? C, c'est faire une écho abdominale, radio du bassin et poignet, faire une radio du crâne. Donc, pourquoi on ne prend pas la D? Parce qu'il n'y a pas de signe neurologique et l'impact, c'est la main, ce n'est pas le crâne. Donc, s'il était inconscient avec un impact sur le crâne, on demande une radio du crâne. Donc, la proposition qu'on prend, c'est la C. D'accord? Donc, on fait une écho abdominale parce que c'est une chute d'un lieu élevé, radio du bassin aussi parce que c'est un traumatisme d'un lieu élevé et le poignet parce que la plaie, elle siège en regard du poignet. Donc, c'est bien, c'est la C. On continue. Donc, l'analyse radiologique ne trouve pas de lésion osseuse. Donc, c'est un patient qui a fait une chute, il a une plaie
il n'y a pas de lésion osseuse, donc on procède à la prise en charge chirurgicale. Donc je vais l'opérer, quoi. Pour cela, on l'explore au bloc. Quels sont les différents gestes à faire? Donc qu'est-ce qu'on doit faire au bloc? Est-ce qu'on doit raser et brosser la plaie avec un parage chirurgical? Donc le parage, c'est l'excision de tous les tissus nécrotiques, c'est-à-dire nettoyer avec du sérum, l'oxygéner. Explorer la plaie à la recherche des lésions tendineuses, vasculaires, ligamentaires et nerveuses, réparer la réparation de toutes les lésions ou bien appeler le chirurgien vasculaire. Qu'est-ce qu'on prend comme proposition? On attend, hein? Alors, la C, réparation des lésions, la plaie, oui. La B, oui. Donc, déjà, on doit prendre le A. Pourquoi? B, la C. Oui, mais une fois au bloc, on est obligé de raser, de brosser la plaie avec parage chirurgical. Explorer la plaie et réparer toutes les lésions. Donc, on prend la A, la B et la C. La D, pourquoi j'appelle le chirurgien vasculaire? On a dit qu'il n'y a plus de saignement tout à l'heure. Le saignement, il est maîtrisé. Donc, il n'y a pas de lésion artérielle. Ce n'est pas la peine d'appeler le vasculaire. Donc, c'est moi qui va raser, qui va brosser, qui va faire le parage. Voilà, ABC. Réparer toutes les lésions. Le chirurgien vasculaire, si je vois que le saignement persiste, d'accord? Sinon, je peux réparer. D'accord? Donc, après avoir suturé toutes les lésions, on a fait les soins de la plaie, mais on trouve un suintement louche, c'est-à-dire c'est un liquide qui sort, mais il n'est pas rouge à travers la plaie. Quelle est votre conduite? Donc c'est un patient qui commence à faire des signes d'infection. Qu'est-ce qu'on prend comme proposition? Mettre le malade sous un autre antibiotique, changer l'antibiothérapie et mettre une bithérapie, pansement bicotidien avec prélèvement, toilette de la plaie. Qu'est-ce qu'on prend? Quelle est votre conduite à tenir? Donc, il commence à s'infecter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un sepsis précoce. C'est-à-dire, je viens de réparer tout. Alors, le changement de pansement commence à mettre un liquide louche. Pourquoi mettre le malade sous antibiotique, un autre antibiotique? Ce n'est pas l'antibiothérapie qui est à la cause du saignement. La B, changer et mettre une bithérapie. Pourquoi je change? Je n'ai aucune preuve. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'antibiotique? C'est lui qui a causé ça. C'est pas ça. Quand on a un sepsis précoce, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rapidement changer l'antibiothérapie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les pansements, on dit, on ne peut pas reprendre, on fait le pansement bicotidien et je fais un prélèvement. Parce que moi, je vais voir, peut-être c'est un sepsis superficiel, la C et la D. La D, pourquoi toilette de la plaie? C'est-à-dire, je vais reprendre le patient. Non, parce que nous, qu'est-ce qu'on agit? Quand il y a un sepsis précoce, on fait par, voilà, c'est la C. Pourquoi? C'est un sepsis précoce. C'est-à-dire que ce n'est pas du pu, c'est un liquide louche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le droit de changer l'antibiothérapie, je n'ai pas le droit de changer parce que j'ai aucun élément. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne une chance. Je fais les pansements matin et soir. Je vais voir. Si le pansement reste toujours souillé, c'est-à-dire louche, et en même temps, je vais faire le prélèvement, parce que le prélèvement, c'est lui qui va me conditionner le changement ou le maintien de l'antibiothérapie. Je ne peux pas changer comme ça. Donc, je vais faire du quotidien, je fais le prélèvement, j'attends. Si le pansement commence à se stériliser, à devenir bien, et le prélèvement me dit qu'il n'y a pas de germe, donc je peux continuer les pansements et faire une toilette. Je peux faire une toilette, mais je n'ai pas le droit de changer l'antibiothérapie parce que je viens de commencer. D'accord? Ce n'est pas l'antibiothérapie qui est à l'origine du sepsis. D'accord? Donc, la solution la plus logique, c'est de faire un prélèvement, de faire des pansements matin et soir, et demain, je reprends, je vais voir mon pansement. S'il est toujours louche, le prélèvement arrive, je réadapte l'antibiothérapie. Si avec tout ça, il reste toujours infecté, là, je dois ouvrir et faire une toilette. D'accord? Mais je n'ai pas le droit de changer l'antibiothérapie. Donc, malgré le changement des antibiotiques suite à l'antibiogramme, donc j'ai reçu l'antibiogramme, j'ai changé les antibiotiques, il est revenu en faveur d'un staphylocoque. D'accord. La plaie, malgré l'antibiothérapie changée, le germe identifié, la plaie reste toujours productive. Voilà. Dans cette situation,
quelle est votre option? Reprendre le patient par une mise à plat toilette, temporiser 48 heures après le changement des antibiotiques, antibiothérapie ciblée, ciblant les staphylocoques, bilan inflammatoire de surveillance. Qu'est-ce que vous faites? La C, la A. Alors, la C, antibiotiques ciblant le staph. Il a été ciblé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Malgré le changement. Donc, ils ont mis des antibiotiques contre le staph. Temporiser 48 heures après le changement de pansement, oui. La B, oui. La C, elle a été ciblée. On a mis les antibiotiques contre le staph. Donc, ce n'est pas la peine de reprendre la même option. Moi, ce que je propose, c'est surtout temporiser 48 heures après le changement et faire un bilan inflammatoire. Pourquoi? Parce que le bilan inflammatoire, il va me dire est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Est-ce qu'il y a toujours le syndrome inflammatoire? D'accord? Donc, on prend la B et la D, comme vous avez dit, parce que reprendre le patient, pourquoi? Parce que je viens de commencer, de changer l'antibiothérapie ciblée. Pourquoi je vais faire une mise à plat? D'accord? Je vais temporiser 48 heures, j'ai changé les antibiotiques, j'attends et je fais le bilan inflammatoire. Si le bilan inflammatoire il est élevé, c'est-à-dire qu'il y a un sepsis réel, là, je peux opter pour mettre une mise à plat. Après 15 jours d'évolution, la plaie est propre. Ablation des fils faite, mais on retrouve toujours la CRP élevée, c'est-à-dire que le patient évolue bien sur le plan local, c'est-à-dire la plaie elle est propre, mais la CRP élevée. Qu'est-ce qu'on fait? On continue l'antibiothérapie, autoriser la rééducation, chercher les facteurs influençant ce syndrome inflammatoire, éviter le tabagisme. Chercher les facteurs influençant ce syndrome inflammatoire, c'est pas parce que quand on a tous les éléments positifs, c'est-à-dire que la plaie elle est bien, qu'est-ce qu'on fait? Le bilan inflammatoire reste toujours élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On maintient les antibiotiques jusqu'à normalisation. Oui, c'est la A. Continuer l'antibiothérapie. Pourquoi? Parce que nous, on arrête l'antibiothérapie dès que le bilan inflammatoire est négatif. C'est-à-dire, je peux continuer l'antibiothérapie jusqu'à normalisation de la CRP. Je ne peux pas autoriser la rééducation parce que ça fait 15 jours. Comme il a un déficit d'extension, c'est-à-dire il y a un tendon qui est lésé. Donc, on continue l'antibiothérapie, c'est la A. La C, chercher les facteurs qui influencent. On ne peut ne pas chercher parce que je sais, le foyer, c'est infectieux. La persistance du syndrome inflammatoire, c'est-à-dire que, comment dirais-je, il a déjà fait un sepsis, d'accord? Il y aura toujours en local, il n'y a rien. Mais on peut, comment dirais-je, penser aux facteurs qui influencent le syndrome, le tabagisme, l'âge, le diabète, tout ça influence pour que le bilan inflammatoire reste élevé. Donc, on prend la A et la C comme il a été dit. Le deuxième cas clinique. Donc, si tu voyez l'image, comment on a les doigts coupés. Donc, patient âgé de 39 ans, menuisier de profession, victime d'un accident de travail ayant entraîné un traumatisme ouvert de la main, survenu il y a 1 heure. Patient conscient se plaint de douleur, saignement par la plaie, la tension correcte. Qu'est-ce que vous faites? Rassurer le patient et démarrer un bilan sanguin, examen clinique approfondi de la plaie, parage et pansement, envoyer le patient vers le service de chirurgie avec pansement. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une plaie qui vient comme ça. La plaie, la B, oui, la B et la C. Mais pourquoi vous ne commencez pas par rassurer le patient et démarrer un bilan sanguin? Vous savez qu'une plaie pareille, on ne peut pas la faire aux urgences, c'est au bloc. Donc la A, B, C, oui. Il faut rassurer le patient parce que quand il voit sa main comme ça, c'est-à-dire il risque d'être amputé pour lui. D'accord? Il faut rassurer le patient, démarrer le bilan. Pourquoi? Parce que malade qui va être exploré au bloc, ce n'est pas aux urgences. D'accord? Faire un examen clinique approfondi, surtout les poux, parce qu'on a tout découpé. Donc, je vais commencer à assurer que le pouls est présent ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a des plaies circonférentielles, c'est-à-dire les deux pédicules, et risquent d'être lésées. D'accord? Faire un parage et le pansement. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas ici qu'on fait le parage et le pansement. Parce qu'il y a beaucoup de lésions qui existent. Donc, on ne peut pas faire un parage au pansement comme ça. Envoyer le patient
vers le service de chirurgie et c'est eux qui vont s'occuper de lui. Donc, on a fait un bilan préopératoire, radiologique, le patient est ramené au bloc. Selon vous, quelles sont les étapes à faire au bloc? Donc, ABD, oui, comme vous dites. Donc, ici, il est au bloc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le parage? Est-ce qu'on explore la plaie de la surface en profondeur? On répare tout ou bien on propose d'emblée une amputation? Donc, vous voyez l'image, la face dorsale. Il a été envoyé au bloc. Quelles sont les propositions? La proposition. Donc, B et C. Oui, explorer la plaie de la surface en profondeur, c'est réparer tout. Mais il y a une autre proposition, la ABC. C'est ça, la A et B et C. Parage de la plaie. Quand on dit, on doit nettoyer, puis explorer, puis réparer. Mais on ne peut pas amputer d'emblée, jamais. Quand vous recevez une plaie, même qu'elle tient à un bout de peau, il faut la suturer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'amputer d'emblée. Il faut que le patient voit son doigt noircir, c'est-à-dire que le pédicule, il est parti, il est lésé. C'est lui qui va demander l'amputation parce qu'il voit son doigt bleu. Mais on ne peut pas amputer d'emblée, même si elle tient à un bout de peau. Il faut suturer, donner toujours la chance. D'accord? Donc, à J1 post-opératoire, le premier jour post-opératoire, l'évolution s'est faite vers l'apparition du coloration blanchâtre. Vous voyez les doigts qui sont blanchâtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quels critères vous suspectez ça? Le non-saignement, la nature de la coloration, la déformation des doigts ou le pansement souillé. Donc, les doigts sont devenus blanchâtres. Pourquoi? Les doigts, ils sont décolorés. Non, ce n'est pas la B. C'est la A, oui. Pourquoi? On a la B, pourquoi? La nature de la coloration des doigts. On a dit la coloration, elle est décolorée. Les doigts sont décolorés. À la déformation, non. La déformation ne donne pas la coloration blanchâtre. Un pansement souillé, il ne donne pas une coloration blanchâtre. Quand il y a un changement de coloration, c'est les vaisseaux. C'est les vaisseaux, c'est-à-dire que les pédicules sont coupés. Donc c'est la A, c'est le non-saignement. D'accord? Donc il n'y a plus de pédicule. Ce n'est pas la D. Pansement souillé, quand il est souillé, c'est le liquide qui est souillé, ce n'est pas les doigts. Donc, quelle est votre décision que vous allez prendre face à cette situation? Est-ce que vous amputez les doigts, attendre l'évolution, faire une nécrectomie, c'est-à-dire enlever tout ce qui est sale, ou bien exploration radiologique vasculaire? B et D, on ne peut pas, c'est la D. On ne peut pas attendre. Quand c'est blanchâtre, c'est-à-dire que les vaisseaux ne sont pas bien. On ne peut pas amputer si on n'a pas un argument radiologique. Donc, on envoie pour une exploration radiologique. C'est un vasculaire. On va faire un angioscan ou bien une échodoppler pour voir quels sont les vaisseaux qui sont intacts. Parce que on doit, oui, uniquement la D. Pourquoi? Parce que on ne peut pas amputer un doigt ou le pied d'un patient si on n'a pas d'argument radiologique. Il peut nous attaquer en justice. D'accord? Parce qu'on n'a pas la coloration blanchâtre et l'exploration vasculaire. On n'a pas, donc on ne peut pas amputer. D'accord? C'est la D. À noter que notre main a présenté aussi une plaie de l'index. Inguinal, que faites-vous? Est-ce que vous faites un parage? Donc vous voyez ici, notre main, il a un doigt qui tient qu'un bout de peau. D'accord? Est-ce qu'on va parer et suturer? Parer la radio, parage radio, suture et pansement, parage radio, suture, pansement et surveillance de la vitalité. Qu'est-ce qu'on fait? La D, oui, on fait le parage, on fait la radio parce qu'on peut avoir des lésions osseuses. On va suturer, comme on a dit, faire un pansement et surveiller la vitalité. Pourquoi? Parce que c'est un doigt qui tient un petit bout de peau. C'est-à-dire que les dépédicules sont lésés. Mais on ne peut pas amputer. On remet parce qu'on a besoin des extrémités. Donc, c'est la D. D'accord? Le troisième cas clinique,
Donc, c'est une patiente âgée de 17 ans, écolière, victime d'un accident domestique par automutilation. On a beaucoup des lésions d'automutilation. D'accord? Ces lésions-là, tu peux avoir toute l'anatomie. Elle consulte pour un traumatisme ouvert du tiers moyen de son avant-bras. Elle est droitière, donc il faut chercher le membre dominant. Elle présente une douleur, impotence fonctionnelle et perte de la mobilité des doigts en extension. Donc, qui dit perte de la mobilité des doigts en extension, c'est-à-dire on a des tendons extenseurs qui sont lésés. Une hyperesthésie sur le bord cubital, c'est-à-dire que probablement il y a le nerf cubital qui est lésé. Donc, l'examen clinique retrouve une plaie de 5 cm. Donc, on doit, nous, voir le siège et la distance. 5 cm, c'est beaucoup. Sur la face antéro-interne de l'avant-bras, avec tendons saillants. On voit les tendons, on voit le nerf. Nous, on met un papier comme ça, celui du fil, pour voir mieux les structures lésées. D'accord? Pour voir est-ce qu'on peut réparer sans microscope, avec microscope, et ainsi de suite. Donc, au vu de cet examen, quelles sont les lésions suspectées? Est-ce qu'il y a des lésions nerveuses, tendineuses, musculaires, osseuses, plaie qui va nécessiter une sepulture? Alors, la B seule, non. La B, oui. La A et la B, oui. Lésion nerveuse, parce qu'elle a une hyperesthésie sur le bord cubital. Lésion tendineuse et musculaire, oui, parce qu'elle fait une perte de l'extension. C'est la A et la B. Pourquoi? Parce que la lésion osseuse lacée, ils ne nous ont pas donné autant d'éléments. D'accord? Il y a une perte de mobilité. C'est par rapport au tendon. Donc, on prend la A et la B. Quelle est votre conduite à tenir? Faire un bilan radiologique, biologique, pansement et préparer le bloc ou attendre l'avis des autres spécialistes? Qu'est-ce que vous prenez comme proposition? La A et la B. Faire un bilan radiologique et biologique, oui. Et après, on a tout fait. BC, ABC, oui. ABC, oui. Donc, on fait un bilan biologique parce qu'il va être opéré, radiologique pour voir toujours s'il y a des lésions osseuses, faire un pansement stérile et envoyer le malade au bloc. Ce n'est pas la peine des autres spécialités. Pourquoi? Est-ce que c'est un accidenté? On n'a pas dit, c'est une automutilation. C'est elle-même qui a fait ces lésions. Donc, si c'était un accident, oui, avant de faire rentrer le malade au bloc pour faire la réparation, je dois savoir que tous les malades, qu'elle ne présente pas d'autres lésions vitales. Si c'est un hémothorax, un pneumopéritoine et ainsi de suite. Donc, on a fait la radio, elle ne montre pas de lésions osseuses. Le bilan opératoire, il est normal. Quels sont les gestes à faire? Est-ce que vous faites un parage avec sérum salé, suturer toutes les lésions, mettre une attelle, confier le patient à la rééducation? La B et la D. Il faut avant tout, il faut toujours faire le parage. Suturer toutes les lésions et quoi encore? Quand on a des lésions tendineuses, nerveuses, osseuses, qu'est-ce qu'on fait en plus de tout ça? On apparaît, voilà, ABC. Il faut toujours immobiliser parce qu'on a dit qu'elle fait une perte d'extension. Il y a des douleurs, il y a des lésions tendineuses. Toute plaie tendineuse ou osseuse nécessite une immobilisation plâtrée, une attelle plâtrée. Mais on ne peut pas confier le patient à la rééducation. Pourquoi? Parce que c'est récent. Elle n'a pas dépassé un mois. Les lésions tendineuses, c'est un mois. D'accord? Oui, c'est lacé. Oui, mettre une attelle plâtrée, oui. Tu as réparé, tu as paré, tu as suturé toutes les lésions, tu fais un complément par une attelle plâtrée. Le dernier cas clinique, vous voyez que c'est une plaie très superficielle. Pour vous, c'est pas méchant, d'accord? Et vous voyez, elle siège où? Elle siège au niveau d'un pli de flexion, c'est-à-dire elle est articulaire, elle est proche d'une articulation. Donc, c'est une femme de 35 ans, accident de travail, plaie par couteau, ayant entraîné une plaie au niveau du pli de flexion de D2, de la main droite. L'examen retrouve une plaie de 1 cm, saignement avec flexion, extension conservée. Donc, qui dit flexion, extension conservée, il n'y a pas de lésion tendineuse. D'accord? D'après vous, l'examen est incomplet. Il faut demander une radio. Si tu aurais la plaie, refaire l'examen clinique à la recherche d'un déficit neurologique ou bien refaire l'examen clinique pour suturer après des infections de la plaie et exploration.
Donc, on prend le D. La A, oui, malgré. Alors, c'est un conseil. Quand il y a une plaie, malgré que, en fonction du mécanisme, c'est-à-dire ils te disent que c'est un coup de couteau, je fais la radio. Pourquoi? Tellement le coup de couteau, il peut, comment dirais-je, blesser le cartilage, un fragment osseux. Donc, toute plaie égale radio. On fait la radio parce que c'est un document médico-légal. Si on a une lésion osseuse négligée, il fait une raideur, c'est lié à ça. Donc, vous êtes tranquille quand vous faites une radio, il n'y a pas de lésion osseuse, je suis tranquille. Suturer la plaie, je n'ai pas encore exploré. Donc, il faut refaire l'examen clinique. Parce qu'on n'a pas, dans l'énoncé, il n'y a pas ils ne nous ont pas dit qu'il n'y a pas la sensibilité, elle est conservée. Donc, je suis obligée. Donc, on a vu que l'extension et la flexion, elle est conservée. La plaie, elle est articulaire, elle est en regard d'une articulation, risque d'infection. Donc, on peut léser la cavité articulaire, on peut ouvrir le cartilage. Donc, il faut refaire l'examen clinique, puis suturer après désinfection et exploration. ACD, alors, oui, ACD. Il faut rechercher le déficit neurologique. Je demande à la patiente si elle ressent sur les deux extrémités, si la sensibilité est conservée. Comme ça, je suis tranquille. Parce que c'est vrai que la radio, je l'ai faite, il n'y a pas de lésion osseuse. Ils me disent qu'elle peut faire la flexion-extension, c'est OK, mais la lésion nerveuse, je dois compléter mon examen clinique. Il est incomplet. Donc, pour vous, quand il y a une plaie, je cherche la mobilité pour voir l'extension et la flexion. Je cherche la sensibilité sur les bords. Je cherche par une radio une lésion osseuse. D'accord? La conduite à tenir devant toute plaie. Donc, avant tout, quand vous recevez une plaie, il faut la désinfecter, mettre un pansement stérile, d'accord? S'il n'y a pas, comment dirais-je, un saignement important. Bien sûr, il a mal, il faut mettre des antalgiques. Il faut s'assurer de la vaccination, le parage, les berges cutanées, lavage articulaire, excision de toutes les portes d'entrée qui sont de vitalité douteuse, explorer, réparer, suturer et immobiliser. Une fois le délai est obtenu, c'est-à-dire 1 mois, on peut envoyer le malade à la rééducation. Donc, j'ai mis ce schéma pour vous montrer quand une plaie superficielle comme ça, quand on a un tendon où on peut le voir, c'est-à-dire quand on le voit, on peut le suturer avec cette aiguille de la seringue, on peut rentrer dans la lumière du tendon parce que le tendon extenseur ou fléchisseur, tu vois. Donc, quand il y a des lésions tendineuses, la plaie, elle est là, mais le tendon, il se retracte, il monte jusqu'ici. C'est pour ça, quand vous aurez des plaies, pour vous, si vous ne faites pas un examen clinique minutieux, la flexion-extension, et vous oubliez d'explorer le tendon, après le patient vient avec une immobilité, il ne peut pas faire l'extension. Pourquoi? Parce que la lésion, elle a été négligée, il est là. Nous, quand on va le reprendre, on ne peut pas ramener le tendon après 1 mois ou 2 mois. Il se retracte. Donc, on est obligé de faire des greffes. C'est pour ça ce qu'on exige de vous, de faire un examen clinique minutieux qui va comporter quoi? Rechercher, d'accord? Rechercher s'il y a une lésion. Je demande aux patients de faire l'extension complète des doigts, la flexion, sensibilité et l'os. Je demande une radio, ça ne me coûte rien. Si j'ai tous ces éléments négatifs, je peux suturer ma plaie, bien sûr, après toilette. Maintenant, si il y a des lésions nerveuses, c'est le chirurgien orthopédiste, confie le malade. Faites un pansement stérile, mettre une compresse et envoyez le malade. Si vous suspectez des lésions tendineuses aussi, envoyez, ne suturez pas. Parce qu'après, si vous avez des lésions négligées, on les voit souvent, on leur fait l'écho, ils nous disent le tendon, il est au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras. Alors qu'après, pour suturer, on ne peut pas le ramener, il se retracte. Au lieu d'avoir 10 cm, on a une perte de 5 cm. Donc, on est obligé de greffer, de prendre un greffon au niveau d'un autre tendon, le petit palmaire, pour le remettre. Et c'est une chirurgie
qui est difficile à faire après. Alors qu'une lésion qui peut être traitée initialement avec rigueur. Alors là, quand il y a des lésions vasculaires, si vous avez une plaie où le saignement il est important, vous faites votre carreau, vous voyez qu'est-ce qui saigne. Est-ce que si tu as un réseau artériel, une artère radiale, cubitale, d'accord, quand vous n'avez pas les moyens, vous pouvez mettre un tensiomètre, vous gonflez, vous dégonflez, vous gonflez pour voir le saignement, il est où, si vous pouvez le faire vous-même en clampant ou en suturant, et dégonfler pour voir si c'est un réseau artériel, c'est-à-dire l'artère radiale ou cubitale et tout, eh bien, vous mettez votre carreau, vous mettez l'heure et vous envoyez le malade en chirurgie vasculaire ou en traumato pour voir s'ils peuvent réparer tout ça en même temps. Donc, j'ai terminé. Si vous avez des questions sur les cas cliniques, ou bien en général, d'accord, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez reçu des patients où vous avez trouvé, comment dirais-je, des difficultés? Est-ce que vous avez vu des lésions négligées? Je suis là à vous répondre. De rien. Il y a des questions à poser? Alors, pouvez-vous nous parler sur l'antibiothérapie utilisée? Alors, nous, d'emblée, en traumatologie, comme on a, c'est la main, c'est le staphylocoque, le strepto, on met d'emblée sous antibiothérapie, une bithérapie qui cible le staph. D'accord? Après, on verra si on doit changer en fonction de l'évolution de la plaie. Si je vois que la plaie suturée, elle évolue bien, les pansements sont propres, donc je continue ma bithérapie. Si je vois que le malade est taré, il est tabagique, diabétique, il faut augmenter, on peut aller jusqu'à la bithérapie, la trithérapie. D'accord? La radio, oui, devant toute plaie, il faut faire une radio parce que le patient risque de mentir. Il ne va pas te dire qu'ils m'ont frappé ou bien il a cogné son poignet ou sa main contre un mur ou bien c'est un accident. Des fois, ils mentent, les malades. Donc, moi, je me protège. Je fais une radio, ça ne me coûte rien. Plaie égale radio. Je mets dans son dossier. Il y a une lésion, je la traite. Il n'y a pas, et ben, je suis tranquille. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai, c'est intéressant pour vous. Toute plaie, même superficielle, mettre sous antibiotiques. Oui, parce on n'a pas tous les patients qui sont tard. Quand je fais la suture dans de bonnes conditions, au bloc opératoire, compresse stérile, matériel stérile, oui, on peut ne pas mettre les antibiotiques. Mais moi, dans les conditions de travail, c'est-à-dire aux urgences, où il y a plusieurs spécialités avec vous qui travaillent à côté de vous, moi d'emblée, je suis tranquille. Alors pourquoi pas suture plaie, morsure de chat, hein? Et parce que les germes comment dirais-je, les germes par attaque de chat ou de chien, ils sont sensibles à l'air ambiant. D'accord? Ils sont sensibles. Donc on met de la javel et on laisse à l'air ambiant parce qu'ils sont très sensibles en anaérobie. Les germes anaérobies, ils sont très sensibles. Donc les morsures par chien ou par chat, on les laisse à l'air libre. Parce que quand vous fermez, vous allez aggraver les lésions. Il y a des anaérobies qui vont pulluler la plaie. C'est moi qui vous remercie, hein. Alors, si la plaie est associée avec des fractures. Alors, la conduite accueillie. Devant une fracture associée, il faut toujours stabiliser la fracture. Pourquoi? Parce que si on commence à réparer le tendon ou bien le nerf ou bien le muscle, et ben quand on va synthéser la fracture, on risque de lâcher les sutures parce qu'on fait des mouvements, on tracte, on réduit. Donc, on stabilise la fracture, puis on suture tous les lésions qui viennent avec. Est-ce que tout plaît avec les en même tendinesse doit être par la suture? Je n'ai pas compris, hein? Est-ce que toute plaie avec lésion nerveuse ou même tendinesse doivent être par la suture? Je n'ai pas compris, vous reposez votre question. Est-ce que le bilan inflammatoire est systématique ou juste en cas de sur... Non, le bilan inflammatoire, il n'est pas systématique. Si je vois que la plaie commence à suinter un liquide louche ou bien les contours, ils sont infectés, ils sont rougeâtres,
Oui, il faut faire un bilan inflammatoire pour qu'il me dise il est à combien. Si j'ai une CRP à 12, alors que la plaie est suinte, je suis tranquille, je ne suis pas choquée. D'accord, mais je surveille, comment dirais-je, le patient. Mais si il commence à suinter avec un bilan inflammatoire au plafond à 100, une CRP à 100, c'est un patient qui risque de s'infecter. Donc, je dois faire le para, c'est-à-dire que je dois faire un nettoyage et augmenter mes antibiotiques et faire des prélèvements. Parce qu'on ne peut pas faire des antibiotiques probabilistes. D'accord? On cible le staph, mais il peut ne pas viser ce germe-là. Donc, on donne des antistaph, mais on fait un prélèvement, on réadapte en fonction de l'antibiogramme. Le risque d'orage, si on a une plaie par morsure de chien, il y a les vaccins antirabiques. Donc, l'antibiotique systématique, quelle que soit la plaie, en fonction des conditions dans lesquelles vous travaillez. Si vous travaillez au bloc, propre, compost stérile, pansement stérile, on peut mettre l'antibiothérapie pour une courte durée. D'accord? 8 jours, 10 jours maximum. Mais quand on a les tares, un cardiopathe, une diabétique, tabagique, artéritique, je suis obligée de majorer, de mettre. Parce qu'on a toujours des malades qui sont déséquilibrés, il y a des malades qui montent, hein. Ils ne te disent pas qu'ils prennent les antibiotiques. Hein. On a vu beaucoup de malades. Ils ne te disent même pas qu'il est diabétique. Alors que vous voyez la plaie qui commence à s'infecter. Ce n'est pas normal. Vous avez travaillé proprement et vous voyez une évolution défavorable. D'accord? Alors, pourquoi, pour bien on donne, j'ai une deuxième question en cas de plaie apparemment superficielle, comment évaluer précisément la motricité et la sensibilité pour ne pas me connaître les exemples plus probables. Vous demandez au patient de faire la flexion. S'il ne peut pas, c'est qu'il y a eu les entendineuses nerveuses, vous testez. Vous prenez une clé ou bien un stylo, vous palpez tout autour des doigts et vous demandez la différence de sensation. Vous palpez ici, vous lui dites, est-ce que vous sentez ici, c'est la même chose que l'autre côté qui n'est pas lésé. Donc, l'autre côté qui n'est pas lésé, c'est-à-dire si vous avez une plaie au niveau du 5e doigt, vous testez la sensibilité du 4e. Vous lui dites, est-ce que la sensation est identique? Donc, si elle est identique, il n'y a pas de lésion nerveuse, mais s'il te dit, elle est diminuée, c'est-à-dire il y a un filet nerveux qui est sectionné. Pour les tendons, vous lui demandez de faire la flexion du poignet, l'extension. Les doigts, il doit les fermer, il doit les ouvrir. D'accord? C'est vrai qu'il a mal, mais vous lui dites, parce que là, vous testez s'il a des lésions tendineuses, vous allez le faire sous anesthésie locale ou générale. Parce que s'il n'y a pas de lésions tendineuses, on peut faire la suture sous locale. D'accord? Mais si elle est profonde, c'est le bloc. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? De rien. Alors, vous me dites l'amoxyl, l'acide clavulanique suffit comment? Nous, vous voyez, on cible les antistaphes. En traumato, on cible le plafond. Pourquoi? On a peur de l'infection. On donne toujours des antistaphes majeurs. On met la cefagenta ou bien la fusidine ciprollant. Après, en fonction, d'accord, s'il y a de la terre, s'il y a de la graisse, là, on rajoute des anaérobies. On met le flagelle aussi. D'accord? Mais la bithérapie, on ne met pas l'amoxyl parce que l'amoxyl, elle diffuse plus vers la sphère ORL. D'accord? Nous, c'est le staph, on cible le staph. L'examen de la sensibilité, je vous ai dit, vous prenez n'importe quoi, une aiguille, de la clé, vous lui demandez, vous palpez toute la main ou tout le poignet, vous lui dites où est la différence de sensibilité. Le patient vous dit, je sens bien, c'est normal. Mais des fois, il te dit non, il y a des fourmillements. Il te dit, je sens que je ne sens pas. Donc là, il y a une lésion nerveuse. D'accord? Parce qu'après, il aura toujours des douleurs, des fourmillements au niveau du bord lésé. Quand est-ce qu'on envoie le malade à la rééducation? Après 1 mois, 30 jours. La rééducation, le tendon, il cicatrise en 1 mois. S'il y a des lésions, est-ce qu'on peut faire des points de suture de rapprochement? Oui, bien sûr. La lésion tendineuse, si vous voyez le tendon devant vous, vous pouvez faire des sutures bout à bout comme la suture cutanée. Parce que des fois, il y a des lésions partielles.
Vous voyez, le tendon, il n'est pas coupé totalement. Vous pouvez suturer, après suture cutanée. D'accord? Si, c'est des sutures bout à bout. Hein. Il n'y a pas une technique autre. Quelle est la durée maximale pour suturer si la plaie glisse devant l'intérieur, il est ouvert? Est-ce qu'on fait des points de rapprochement? Bien sûr, si la plaie saigne toujours, parce que comment se fait la cicatrisation cutanée? C'est par adhésion des plaquettes. Donc, si vous voyez que la plaie date d'hier, elle n'a pas été suturée, vous pouvez faire des petites, comment dirais-je, régulariser le pourtour de la plaie pour le faire saigner. Et après, vous suturez votre plaie. Des points de rapprochement normal, même si elle date de 4 jours. Vous essayez de faire des incisions tout autour de la plaie, d'accord, pour la faire saigner et la suturer. Le délai entre la plaie et la suture. Il n'y a pas de délai, il faut suturer une plaie parce que sinon, les tendons, quand ils seront à nu, ils vont se nécroser, ils vont s'infecter. Il faut couvrir tout, couvrir l'os, couvrir le tendon. D'accord? Même si elle date d'une semaine, j'essaie de régulariser le pourtour. D'accord? Avec une lame, j'essaie de frotter, de couper un tout petit peu le pourtour et essayer de suturer. D'accord? Au moins, rapprochez un peu. Parce que plus vous rapprochez, plus vous diminuez la durée de cicatrisation. Si vous laissez, ça peut prendre la cicatrisation dirigée, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, comme rien, hein, pendant laquelle on ne suture pas. On peut suturer toujours. On n'a jamais vu des plaies qui datent de plus d'une semaine. Merci à vous. La différence entre lésions vasculaires et tendineuses. Alors, la différence entre lésions vasculaires et tendineuses, la différence, elle est vague. La lésion tendineuse, il ne peut pas faire de mouvement. Vous lui demandez de faire l'extension, la flexion, il ne peut pas. La lésion vasculaire, c'est le pouls. Vous palpez le pouls, il n'y a pas de pouls. Primo. Secondo, la coloration commence à être différente par rapport aux autres doigts. Ça commence à devenir bleuâtre, cyanosé. Et après, il peut aller jusqu'à la couleur blanchâtre, comme tout à l'heure. Un doigt, il ne peut pas être blanc. D'accord? C'est-à-dire là, la vascularisation n'est pas bien. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire une exploration vasculaire pour décider de l'évolution. Est-ce qu'on ouvrir une plaie hémorragique, on change pansement, remettre même le pansement? Oui, bien sûr, quand il y a un saignement, important, le malade risque de mourir, risque d'être, comment dirais-je, exsangue. Vous allez évacuer le malade. On ne peut pas évacuer un malade alors qu'il saigne. Vous pouvez faire un garrot, vous mettez un garrot, un tensiomètre, mais vous mettez l'heure de la mise. C'est-à-dire, si j'évacue à 10 heures, je mets le garrot à 10 heures, je mets un sparadrap, je mets garrot mis à 10 heures. L'infirmier, il doit l'enlever dans 1h30. C'est la durée minimale. Après, il peut le dégonfler, il le regonfle en arrivant à l'hôpital. D'accord? Mais il ne peut pas laisser un garrot au-delà d'1h30. D'accord? Comme ça, vous avez évité que le malade se vide de son sang et qu'il décède parce qu'il y a une plaie ou il y a une artère qui gicle. D'accord? Si vous voyez l'artère, vous pouvez mettre une pince, clamper une artère. Mais vous dites à l'infirmière qui l'évacue, ou bien le médecin, vous lui dites, vous dites l'heure de la mise du clan. D'accord? Parce que le clan ou bien le garrot, on peut le mettre 1h, 1h30. Et aussi, l'avantage, quand on a l'artère radiale qui est sectionnée, on a la suppléance, on a l'artère cubitale, c'est-à-dire le membre reste toujours vivant. On a l'artère interosseuse. Mais si la plaie, elle est au niveau du coude, non. C'est-à-dire qu'on n'a rien dessous. Si l'artère humérale, elle est lésée, c'est une urgence, il faut évacuer, mettez un garrot. Mettez un tensiomètre. Si vous n'avez pas un garrot, mettez un tensiomètre gonflé. Ou sinon, il faut mentionner l'heure. Parce qu'on va dégonfler comment dirais-je, le garrot. Et après, si le trajet il est lent, appelez les médecins, appelez pour qu'ils se préparent. Peut-être ils ont une urgence en même temps. On n'a pas ce réflexe-là d'appeler avant d'évacuer. Vous dites, voilà, j'ai une plaie qui saigne, le malade, je lui ai fait ça et ça, j'ai mis le tensiomètre ou le garrot à telle heure, probablement il va arriver dans une demi-heure. Eux, ils peuvent préparer l'équipe de vasculaire avec eux s'ils sont de garde. Est-ce qu'on peut suturer un fragment de doigt en cas de traumatisme qui a causé une perte
de doigts en totalité et quelle est la durée de vitalité du moyen. Oui, vous devez suturer, on doit suturer. Pourquoi on lui donne toujours la chance? Il ne faut pas amputer, d'accord? On peut réparer l'artère, on peut réparer le tendon, on peut réparer tout, d'accord? 1 heure et demie, oui, le garrot c'est 1 heure et demie. Compris. On n'a pas leur numéro. Eh bien, le numéro les hôpitaux, il faut demander au directeur de garde. C'est à lui, il doit avoir tous les coordonnées de tous les EPH ou bien les CHU. Il faut demander au directeur de garde, appeler. On n'a pas ce réflexe-là. D'accord? Quel que soit le traumatisme. D'accord? Un fémur qui fait un état de choc, ou vous n'avez pas le matériel, ou vous êtes seul, appelez, vous dites, on le conditionne, on prépare le bloc. Peut-être on a un malade au bloc, on va le faire sortir pour vous. Non, au moins on prépare une autre équipe. Qu'il y a un accidentique qui vient, une plaie qui saigne. On a eu, parce que des fois il y a des réparations artérielles qui durent jusqu'à 8 heures de temps. Parce qu'on doit faire des greffes, des pontages. D'accord? On a eu des cas comme ça. Une artère humérale, en sortant à minuit, elle vient de Bouira, en sortant, elle est revenue. On sortait d'un fémur, eh ben, elle est sauvée. Pourquoi? Parce que elle est venue immédiatement, sinon elle sera amputée. Elle sera amputée. De rien. De rien, c'est moi qui vous remercie. La durée de vitalité du tendon. Le tendon, il est toujours viable. Hein, c'est pas comme le doigt. Seulement quand il est sectionné et négligé, c'est difficile de le réparer. Pour le suturer, on peut le suturer à tout moment. À tout moment. Pour le sérum, quelle est la durée maximale? Est-ce que c'est vrai? Pas de ça après 6 heures. C'est un sérum, c'est pas un vaccin. D'accord? C'est un sérum, c'est pas un vaccin. Donc, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on peut de rien. C'est moi qui vous remercie. La prochaine fois, on aura aussi un autre thème aussi. Ça englobe toujours dans les urgences, quoi. Donc, à votre niveau, vous pouvez prendre en charge certaines plaies. Dans le polytraumatisé, c'est la même chose. Il y a une hiérarchie. D'accord? Un être humain, il y a une hiérarchie des lésions. Le vital prime sur la fonction. D'accord? Donc, si j'ai une plaie et si j'ai un trauma crânien qui va mourir, une plaie du foie, un fémur, il y a une hiérarchie. Je commence par l'abdomen parce qu'il va mourir. Le trauma crânien, le fémur, on le fait en même temps. On travaille en collaboration avec tous les spécialistes. D'accord? On ne va pas suturer une plaie et laisser un abdomen qui va mourir. D'accord? Il y a une hiérarchie. Le polytraumatisé, vous dites, il a une plaie de la main à quel niveau? Est-ce qu'il y a. Parce qu'il est soit conscient ou inconscient. Inconscient, on ne sait pas s'il a des lésions nerveuses ou tout. C'est l'exploration qui va vous montrer ça. D'accord? Pour vous avez dit non. Même après. C'est pas important, d'accord? Le sérum antitétanique, c'est pas important, d'accord? Parce qu'on conseille toujours le patient, comme c'est une profession exposée. C'est un ferronnier, il travaille dans le. Donc normalement, ils doivent être vaccinés, d'accord? Donc on leur dit automatiquement, c'est pas la peine de faire la ACT directement, allez vous vacciner directement parce que vous avez une profession exposée, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas? On peut se séparer? À la prochaine, on peut dire à la prochaine. Ok, allez, bonne journée et à la prochaine. Je vous remercie.
Ah ben, vous voyez, avec Madame Gougen du ministère de la Santé. Hein. À la prochaine, Inch'Allah. Allez, au revoir.